Bonjour, je vous propose de découvrir une nouvelle vidéo dédiée au scripting et à Shell en particulier. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser aux conditions avec toujours un côté opérationnel comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, avec pour but de développer un script qui va nous permettre de faire des déploiements à la volée de conteneurs Docker. Alors, avant de commencer dans les conditions, comment utilise-t-on une variable avec Shell? Alors c'est assez simple. Pour définir une variable, on met le nom de la variable égale entre double quotes le contenu de la variable. Donc ça c'est valable pour les caractères de type texte. Ensuite, si on veut fonctionner avec du numérique, on peut se passer du double quote bien sûr. Alors je dis double quote, mais c'est aussi simple quote. Si on veut utiliser la variable, donc là c'est un exemple avec echo, on utilise le dollar et le nom de la variable. Donc définition de la variable sans le dollar, utilisation de la variable avec dollar. Donc ça c'est la particularité du langage Shell, différent d'autres langages comme le PHP par exemple, où on utilise dollar partout. Alors, les conditions, c'est un grand classique dans les différents langages, avec des variantes suivant les langages. Shell a aussi ses petites subtilités, mais là en l'occurrence, donc on a un if, où on utilise ensuite des crochets. Donc entre crochets, on va mettre la condition, et si cette condition est vérifiée, point virgule, zen, et on passe l'action en question. On a aussi le sinon. Donc sinon, on teste une condition, une autre condition, une seconde condition, point virgule, zen, une autre action. Et puis ensuite, quand toutes les conditions ont été passées et qu'on n'a pas pu vérifier ces conditions, il reste parfois des éléments et du coup on fait un else. Dans tous les cas, il faut fermer le if avec un fi. On peut aussi, on a ajouté un sinon, le sinon bien sûr n'est pas indispensable et le else non plus. Donc on peut faire un si uniquement sur un seul bloc avec un if et un fi à la fin. Voilà. Alors les différents opérateurs qu'on va utiliser dans ces conditions. Donc les variables doivent être utilisées entre double quotes. Donc en gros, si on veut utiliser une variable dans une condition, on va faire double quote, dollar, le nom de la variable, double quote. Ça, c'est indispensable pour ce qui est des caractères de texte. Alors justement, les opérateurs de texte, quels sont-ils? Donc on a le égal égal. Donc, si on a une variable est égale à ce texte en question. On a ensuite le différent de, donc ça c'est assez courant, avec le point d'exclamation égal, différent d'une valeur. Et puis on a la négation en général, c'est un élément qu'il faut retenir et c'est variable pour tous les types de caractères. Donc la négation en général, c'est le point d'exclamation, ça c'est valable dans beaucoup de langages. On a aussi des opérateurs niveau, alors j'ai mis file system, pas forcément, le terme n'est pas forcément approprié. On peut tester si une variable est vide. Donc pour tester si une variable est vide, on met -z, entre double quote, dollar, le nom de la variable, et on ferme le double quote. Si on veut tester un fichier, c'est à peu près le même principe, -f, entre double quote, le chemin du fichier à tester. Si on veut tester l'existence d'un répertoire, c'est -d, donc directory, exactement le même principe. Et bien sûr, si on veut vérifier, avant de créer un fichier, par exemple, si on veut vérifier s'il n'existe pas, on met point d'exclamation, espace, -f, même principe. Donc de toute façon, ces choses-là, on va les revoir vraiment en pratique. L'opérateur de chiffre, lui, est particulier. Lui, en fait, au lieu d'utiliser les crochets, alors on peut utiliser aussi les crochets, mais c'est plus aisé d'utiliser le double parenthèse. Donc, les opérateurs précédents sont valables, donc c'est-à-dire pour tester des chiffres, donc on va les tester avec égal égal. On a aussi donc différents de, point d'exclamation égal, et puis inférieur ou égal, supérieur, etc. Donc ça c'est toujours valable, mais pour tester ces chiffres-là de cette manière-là, en tout cas, c'est avec des doubles parenthèses. On peut les tester avec des crochets, mais c'est un petit peu différent, et disons que on va dire que c'est moins intuitif, on pourrait y revenir une autre fois. Alors, comment faire aussi, donc là c'est un autre élément dont on va avoir besoin aujourd'hui pour avancer dans notre script. Comment faire pour récupérer les arguments d'un script shell? Donc nous on a créé un script shell. Comme on a dit dans les options qu'on affiche par défaut de ce script shell, on a par exemple le --create. Donc le --create,
il faut pouvoir le récupérer. Donc, on lance le script shell avec l'argument "-create". Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer cet argument pour faire des conditions dessus. Alors, comment fonctionnent les arguments avec shell? Le premier argument, lui, on peut le récupérer en utilisant la variable $1 qui sera définie. En l'occurrence, ici, dans ce cas de figure, c'est le "-create". Si on demande à utiliser le $2, ce sera le 1 en question, donc c'est le second argument. Après, il y a d'autres éléments qui sont utiles. Par exemple, si on veut récupérer le nombre ou tester le nombre d'arguments qui a été passé dans le script, c'est $dièse. Si on veut aussi récupérer en un seul bloc, dans une seule variable, tous les arguments en un bloc, c'est-à-dire par exemple si on veut utiliser "-create 1, eh ben, on fera $étoile. Si on veut aussi récupérer tous ces arguments mais sous forme tabulaire, c'est-à-dire que on va utiliser un tableau avec des éléments, par exemple "-create sera le premier élément de ce tableau, 1 sera le deuxième élément de ce tableau, dans ce cas-là, on va utiliser $arrobase. Et si on veut récupérer le nom du fichier, le nom du script qui a été lancé, on fait $0. Donc ça, voilà, c'est un premier élément. Alors, nous en étions où dans notre script? Donc nous avions notre script qui est ici et qui s'appelle deploy. Donc on avait créé notre en-tête de script avec notre option. Donc deploy, si je le teste, on avait ceci. Hop, voilà, on avait notre en-tête, on le lance et par défaut, on a quelque chose qui s'affiche, qui propose de l'aide. Donc là, c'est cool, ça marche. Avant de commencer, on va regarder donc notre Git, comme je vous disais, pour développer. L'idéal, c'est d'utiliser Git. Bon, là, j'ai fait une petite modification. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le deploy.sh. Donc, le deploy.sh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un git add deploy.sh. Donc, comme je vous disais, on a une branche de dev et une branche de master. Moi, actuellement, donc si je fais un git branch pour vérifier où je me situe, je suis sur la branche de dev. Donc, mon objectif, donc déjà, c'est d'ajouter le deploy, pour dire voilà, je l'ai validé dans un premier temps. Et le fait de passer par Git, ça nous permet, si on a des erreurs, des anomalies, de revenir plus facilement en arrière et de voir ce qu'on a fait comme modification. Donc là, je vais faire git commit -m et là, je vais préciser. Donc, alors on va dire qu'on est dans deploy.sh et là, on fait ajout de l'entête. Hop, voilà. Donc là, on est à jour pour ce qui est du fichier. Là, l'autre partie, on ne s'y intéresse pas. Et si on veut faire en sorte de pousser ces éléments-là vers la branche master, c'est assez simple. On fait git checkout master pour se rendre dans la branche master. Ça, je vous invite à aller consulter la playlist Git que j'ai créée. Hop là, on a un problème. Ah oui, alors oui, bien sûr, il faut valider tous les éléments, bon, c'est pas grave. Je vais faire un git add de cette modification-là. Alors, pourquoi il veut pas? Git add. Ok, git commit. Voilà, -m. Et là, je vais dire mise à jour de conditions. Ça, c'est pas très important. Voilà. Donc là, on va se rendre dans la branche master. Donc là, si je fais un git branch, je suis dans la branche master. Hop. Voilà. Et donc là, je vais rapatrier. Donc, considérons que notre script est bon pour l'instant. Je vais le rapatrier dans la branche master. Donc, pour l'instant, dans ma branche master, vous voyez que j'ai pas le script deploy ici. Et bien, je vais faire un git merge de dev. Donc en gros, je suis dans la branche master, je tire ce qui vient de dev. Voilà. Donc là, si je regarde, je suis bien à jour. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller donc on va retourner dans notre branche de dev et on va continuer à développer. Donc, git checkout dev, je suis dans ma branche de dev. Et je continue à développer. Alors c'est quelque chose qui peut paraître un peu fastidieux de faire ça, mais vous allez voir que c'est très très utile et notamment ça permet d'organiser son travail, de revenir en arrière, de savoir où on en est. C'est quand même des bonnes pratiques à avoir. Alors, le script deploy, nous on va le faire évoluer. Donc on va aller dans deploy. Et donc ce qu'on veut faire évoluer, c'est alors
Hop, voilà. Ici, on va se placer au début. Et en gros, ce qu'on veut, c'est si on a notre premier argument de script, donc $1, si $1 vaut --create, hop, on ne fait pas d'erreur, point virgule, alors je fais quelque chose. Sinon, je passe à la suite et je réalise mon écho. Bien sûr, à la fin, j'oublie pas de mettre un phi de manière à fermer l'élément en question. Alors, le mieux aussi, c'est de rajouter, quand c'est comme ça, pour bien travailler, un petit commentaire. Ici, on dit, bah, si aucune option affichage de LED. Voilà. Ici, on rajoute un autre commentaire. Si option create, hop, on fait quelque chose. Alors, pour ne pas aller trop loin aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va dire echo, et l'action en question, bah, on va dire notre option est create. Voilà. Hop, voilà, on revient en arrière. Toc. Et voilà. Donc on va tester cet élément. Hop. Voilà. Donc j'ai un deploy.sh. Donc si je passe pas d'argument, il m'affiche mon aide, en gros mes options, les options que je peux passer. Si je fais --create, hop. Alors. Voilà, oui, bien sûr. Le message m'a surpris. Hop, donc si je lance --create, alors d'ailleurs, ouais, si on veut faire quelque chose un petit peu plus sympathique, on va faire un, hop, voilà, on va faire quelque chose comme ça, on va dire echo, toc toc, on va mettre des lignes avant et après, parce que en fait, moi, ça m'a surpris. Voilà. Hop, voilà, donc si je passe l'option --create, qu'est-ce qui se passe? Le script me répond, notre option est --create. Donc ça, c'est bien. Donc on va faire ces éléments-là. Maintenant, on va appliquer une routine. On va dire elif, zen. Donc là, on va tester une autre option. Donc de la même manière, on va dire $1. Hop, voilà. $1. Décidément, j'ai du mal. Hop, égal. Et là, on va dire, par exemple, drop. Voilà. Toc. Donc là, on peut aller rajouter de la même manière que tout à l'heure. Donc pour copier 3 lignes, on fait 3YY et je les colle ici. Toc, voilà. Ouais, alors ça, par contre, ça n'allait pas ici, ça va ici. Voilà. Ici, je supprime ça. Hop, et voilà. Donc ici, on peut rajouter si option -drop. Voilà. Donc les commentaires sont importants parce que quand on fait un script sur le moment, tout est clair. Quand on le fait, quand on le reprend après coup, c'est toujours moins clair. Et peu importe le script, qu'il soit long ou pas, c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà, donc là on a fait un premier elif, on peut le tester. Donc là, à la place de faire --create, je fais --drop, voilà, le script me répond, il n'y a pas de souci. Donc là, on applique la même routine, donc on va copier donc une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes. Allez, on fait un 6, YY, donc là c'est valable parce que j'utilise Vim, hein, et un P, voilà. Donc là, on a ensuite ici l'option Start. Donc pour l'option Start, hop, même principe, voilà. On pourrait encore automatiser un peu plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai juste copié une ligne, c'est ça? Ok, bon, je pensais en avoir copié 6. Donc là, je recopie 3 lignes et je colle ici. Voilà. Donc on va essayer de mettre en place un petit peu d'indentation aussi dans ce script parce que le but, c'est d'y voir clair de toute façon. Ici, je colle, hop, et là on a une partie où on avait l'option --Ansible ou Ansible, voilà, Ansible,
là, oui, si, alors, on a le create, on n'a pas de problème. On a le drop, on a le start ici. Hop, très bien. On a le en cible. Et je crois qu'il nous en manque un. Et le info, voilà. Donc là, on se remet ici et on fait un P. Hop, et voilà, parce que j'avais copié tout à l'heure. Toc. Et ici, on rajoute le info. Voilà. Donc, hop, on va avoir terminé pour aujourd'hui notre info, quoi, notre partie info, et voilà. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui, donc on peut tester un petit peu ces éléments-là pour être sûr. Donc le info qu'on va faire en dernier fonctionne, le drop fonctionne, le start fonctionne, et donc tout fonctionne. Ansible aussi, on peut tester, voilà. Donc tout fonctionne. Donc là, on valide les choses, et donc on va faire, dans notre petite routine, on a fait des modifications, vous voyez. Donc si on fait un git, donc un git status, moi j'ai un raccourci, mais si on fait un git status, ok, il nous dit voilà, vous avez fait des modifications sur deploy.sh, voulez-vous les valider et les pousser. Donc on va faire un git add, hop, sur deploy.sh. Une fois qu'on a fait un git add, il faut faire un git commit -m, hop, derrière, on va dire sur deploy.sh. Toc, ici. Alors, la meilleure méthode, normalement, c'est plutôt que de mettre des noms ici de script, parce qu'on sait sur quel fichier porte un commit, c'est plutôt de dire le niveau d'intervention. Donc, par exemple, ici, on est en train de faire du dev. Mais on peut très bien dire, bah voilà, à un moment donné, on va avoir des bugs, on va mettre bug. Ça permet en un coup d'œil de voir la correction qu'on a apportée, de quel niveau elle est située. Voilà. Donc ça peut être une bonne pratique à adopter. Et donc là, qu'est-ce qu'on va dire comme évolution? On va dire mise en place des conditions pour les arguments, les options. Voilà. Toc. Donc là, on est bon. Donc si je fais un git status, donc voilà ce que ça donne. Et donc là, on est libre de pousser ou pas vers le master les éléments. Bon, moi, je veux pas que ça dure trop longtemps. Le merge vers le master, on va s'en passer maintenant. Le but après, c'est de pouvoir, à partir d'un git log, d'avoir donc nos éléments, nos différents commits. Hop, voilà. Donc là, vous voyez que là, ici, on avait rapatrié sur le master nos éléments. Donc ici, on travaillait sur le master. Et on voit qu'on a une différence. Donc le head, l'endroit où on se situe entre le master et le dev, on ne se situe pas au même niveau de commit, puisqu'en fait, on a le commit qu'on vient de faire aujourd'hui qui n'est pas encore poussé sur le master. Voilà. Voilà. Bon, après, si on voulait avoir quelque chose pour revenir un petit peu à ce qu'on avait vu dans la partie, la playlist Git, on peut fonctionner comme ça, voilà, avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel. Donc là, j'ai fait un git log -one-line-graph et donc ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye d'être complet. Le problème après, c'est que voilà, on peut être très long. N'hésitez pas donc à commenter pour compléter les éléments. Peut-être par exemple comment vous rédigez vos commits, quelle bonne pratique vous avez dans la matière d'utilisation des conditions. N'hésitez pas à mettre aussi des pouces bleus, à partager ces vidéos et je vous dis à très bientôt sur Xavki.